Alors bonjour à tous pour cette troisième capsule. Une troisième capsule en fait qui devra être associée à la quatrième, dans la mesure où on veut traiter ici de deux formes de normativité. Une première que j'appellerai des classiques, comme la loi, la jurisprudence, le contrat, mais qui doit être mis en perspective avec une note que je me plais, par opposition au classique, à appeler de normativité romantique, qui correspond à d'autres formes de normes. En fait, pour être tout à fait honnête, dans le cas des lectures que vous aviez à faire, dans le cadre de ce cours-là, je vais passer un peu plus de temps sur la capsule 4, donc sur les normes dites romantiques, sur ces normes informelles-là, plutôt que sur les classiques comme constituent la loi, la jurisprudence et les contrats. Alors, allons-y quand même avec la loi. La loi qui est l'outil auquel on réfère tout le temps. Et d'ailleurs, dans les médias, on parle, il y a un véritable appel à cette loi-là. Par exemple, en matière d'intelligence artificielle, il faut une loi. En matière de reconnaissance faciale, il faut une loi, même s'il y a déjà une disposition de la loi 4 qui s'applique à la reconnaissance faciale, même s'il y a beaucoup de dispositions dans le Code civil, dans cette loi cadre, dans les lois sur la vie privée qui peuvent s'appliquer à l'intelligence artificielle. Et malgré tout, il y a un appel à la loi qui est considéré comme l'outil traditionnel. Et ça nous amène en fait à nous questionner sur y a-t-il véritablement, comme beaucoup le prétendent, un vide juridique. Et comme le disait le professeur Lucas en France, il disait le vide juridique, c'est simplement des lois qui vont pas dans notre sens, qui vont pas dans le sens que l'on aimerait voir. Mais malgré tout, dans certains domaines, par exemple la vie privée, on se rend compte qu'il y a une absence de prescription dans les lois, ce qui fait que, sans parler de vide, sans parler de vide juridique, on est face quand même, comme ici dans cette information que j'ai trouvée il y a quelques heures, on nous dit qu'il y a quand même des problèmes en matière d'intelligence artificielle pour déterminer les standards qui pourraient s'appliquer en la matière. Alors, traditionnellement, dans tous les domaines qui sont touchés par le numérique, il y a une sorte de réflexe législatif où il faut passer une nouvelle loi pour encadrer la situation. Alors, ce réflexe, il va être quand même un peu différent dépendamment des domaines. Il y a eu énormément d'amendements législatifs dans le domaine, par exemple, du droit criminel, où on a modifié, introduit une nouvelle disposition pour traiter spécifiquement de la question liée au numérique. Je pense aux questions relatives au leurre, par exemple, tout ce qui est pédopornographie, etc. C'est des domaines qui exigeaient, alors, surtout dans le domaine criminel, une intervention législative beaucoup moins sujette à interprétation. Droit d'auteur, c'est la même chose dans plusieurs domaines du droit. On voit, par exemple, c'est un des rares domaines du droit où on a un traité international qui a été adopté en 1996, donc au tout début du numérique, pour tenter de régir les nouvelles situations. Et au Canada, vu que c'est de compétence fédérale, on le voit, il y a eu des amendements en 2012, dans une direction assez proche d'ailleurs de ce qu'on a pu trouver dans d'autres domaines, dans d'autres législations, dans d'autres juridictions, comme par exemple en Europe. Il y a eu des amendements pour intégrer cette nouvelle réalité. En matière de preuves, et puis on a l'occasion de le revoir, il y a eu assez peu de changements. Il y a eu la loi cadre qui est évoquée et qui change pas mal d'éléments, mais il n'y avait pas eu tant de changements que ça. En matière de contrat, il n'y en a pas eu beaucoup non plus. Il n'y en a pas eu beaucoup, il y a quelques dispositions dans la loi, mais sinon le Code civil n'a donné lieu à quasiment aucune modification depuis sa version de 1994. Et même chose, et encore pire, dans le domaine de la PRP, la protection des renseignements personnels, pour ceux qui ne connaissent pas cet acronyme-là, en matière de PRP, en ce moment, et puis j'aurai l'occasion d'y revenir, c'est sûr, mais il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin de loi parce que le contexte a beaucoup changé. Alors, il y a un appel véritable à la loi, et pourtant, et là je m'en vais un petit peu en dehors du numérique, mais pourtant il y a une certaine perte du parlementarisme. Très souvent d'ailleurs, c'est plus des projets de loi que des propositions de loi, donc des projets qui viennent du gouvernement, projets qui parfois donnent lieu à un certain débat au sein du Parlement. Des fois, il est de moindre qualité. Deux exemples que j'aimerais vous donner, la loi cadre, alors c'était en 2001,
La loi cadre a donné lieu en 2001 à un petit débat, mais pour des raisons XY, ce débat parlementaire n'a pas eu lieu, puis il a été interrompu et la loi a été adoptée dans une procédure bâillon, c'est-à-dire imposée par le gouvernement de l'époque. Et ça, c'est jamais bon pour s'assurer qu'une communauté soit en phase avec un texte, quel que soit le domaine. Un autre exemple plus bienveillant, si je puis dire, c'est que vous avez peut-être vu, puis je mettrai le lien sur la page, vous avez peut-être vu récemment les audiences parlementaires en matière d'application de traçage qui a amené le gouvernement en fait à décider de ne pas aller de l'avant. Ben, aussi imparfaite soit-elle, même si les positions étaient globalement toutes dans le même sens, il y a quand même eu un véritable débat devant des représentants du Parlement. Et ça, c'est toujours intéressant. Donc, appel à la loi, qui se trouve différemment selon les domaines, selon les situations. J'aurai l'occasion d'y revenir parce que j'ai prévu une capsule à cet effet, mais dans un livre sur la neutralité technologique, j'évoque en fait que paradoxalement, les vieilles lois sont peut-être plus faciles à appliquer que les nouvelles. Et le bon vieux Code civil de 94, à bien des égards, parfois va s'adapter plus facilement que la loi cadre qui a donné lieu à beaucoup de problèmes interprétatifs par la jurisprudence. Donc c'est intéressant de voir que des vieux textes, parfois, sont peut-être plus faciles à appliquer au numérique que des lois dédiées. Je pense notamment en matière de droit d'auteur aux amendements de 2012, très précis, très particuliers, qui malgré tout, parce que les situations changent, ne sont pas toujours faciles à appliquer à un contexte donné. Alors là, je voudrais vous donner des exemples d'un appel à la loi. Alors un premier, c'est en matière de protection de la renseignement personnel. Il y a un projet de loi que je vous invite à lire qui est intéressant. Il fait une soixantaine de pages, qui a été déposé par l'ancienne ministre de la Justice, Sonia Lebel, pour moderniser les deux lois québécoises sur la protection des renseignements personnels. Un texte qui s'accorde beaucoup avec l'approche européenne, et notamment le RGPD, le règlement général sur la protection des données, un peu dans la même tendance, d'ailleurs avec une volonté avouée de se rapprocher de ce modèle, avec plus de règles de responsabilité, plus d'obligations de la part tant des entités privées que publiques qui utilisent les données personnelles, les données d'autrui. Donc, plus de responsabilités, des sanctions plus grandes, une précision sur différentes obligations, que ce soit en termes de consentement, de documentation, une place plus grande aussi aux institutions de contrôle, et notamment à la CAI, certaines nouvelles obligations, donc une approche assez générale, principielle, qui donnera lieu à des précisions en termes sur le plan applicatif, mais qui met la table d'une loi un peu plus moderne, même si en tout cas on peut en débattre, n'est pas si moderne que ça, mais une loi malgré tout intéressante, une perspective intéressante et assez conforme à ce qui se fait dans plusieurs juridictions. Et ça, ce changement de la loi est nécessaire parce que les faits ont complètement changé par rapport aux années 90 où ce texte-là a été adopté. Les faits sont différents, il y a des nouveaux risques, on n'utilise pas les données de la même manière, il y a des nouveaux acteurs, il y a une multiplicité des acteurs qui sont dans certains cas beaucoup plus puissants aussi, avec des multinationales qui gèrent les données personnelles d'autrui. Il y a eu un changement de valeur aussi, maintenant il y a des attentes sans doute beaucoup plus grandes en termes de vie privée de la part de la société, de la part des gens. Et enfin, changement aussi par rapport à certains outils qui ont dû s'adapter aux circonstances, je pense notamment au consentement. On aura l'occasion d'y revenir quand on parlera de contrat. Une autre illustration d'un appel à la loi qui s'est, somme toute, assez bien fait. Il y a eu deux changements en 2006-2009. C'était les deux seuls changements qui ont eu lieu, en fait, depuis 1980, c'est-à-dire depuis que la loi sur la protection du consommateur a été adoptée. On a modifié le processus contractuel aux articles 54.1 et suivants. On a modifié le processus contractuel pour tenter de gérer tant l'avant-contrat, le pendant que l'après. Là encore, on a deux cours dédiés à cette matière-là. Et aussi, il y a des nouvelles obligations, donc comme par exemple des clauses sur qu'est-ce qui peut être considéré comme étant abusif. Donc au-delà de 1437 que l'on trouve dans le Code civil, on vient préciser des situations qui ont un caractère abusif.
Et également, vous avez une clause, article 11, qui prévoit que on ne peut pas retirer à une personne un droit d'aller devant un juge national plutôt qu'aller devant un arbitre. Donc ça encore, c'est une mesure qu'on reverra, qui est plus substantielle dans ce cas-ci et qui a été introduite par donc des amendements spécifiques à la loi. Dernier exemple, je vous en ai parlé, c'est le Code civil qui, à bien des égards, est tout à fait capable de gérer le numérique. Je pense par exemple à la notion de consentement que l'on trouve à 1386, qui dit qu'un contrat peut être formé sans autre formalité. Même chose sur 2827 qui définit c'est quoi une signature. Même chose sur qu'est-ce que c'est qu'une clause abusive. Il est tout à fait possible d'interpréter cet article-là, qui est neutre sur le plan technologique, à une situation totalement numérique. En matière de preuve, on le verra aussi. J'ai pris des exemples, j'aurais pu en prendre des dizaines d'autres, mais vous avez 5 formes d'éléments de preuve. L'article 2831 évoque les autres écrits faits dans le cours des activités d'entreprise. Là encore, ce sont des dispositions qui peuvent s'appliquer tant sur les documents papier que sur des documents numériques. Puis j'ai pris un dernier exemple qui est un exemple dans le domaine du droit international privé, où on dit que quand il n'y a pas de droit dans le cadre d'un contrat international, quand il n'y a pas de droit qui est dédié, qui est identifié, droit applicable qui est identifié dans une transaction, ben on prend celui qui a des liens de connexité le plus étroit avec la transaction en tant que telle. Ça, c'est une formulation qui est tout à fait apte à s'appliquer au numérique sans aucune difficulté particulière. Alors voilà ce que je voulais vous dire sur la loi. Quelques mots maintenant sur la jurisprudence. Puis la jurisprudence, on aura l'occasion d'en voir à plusieurs reprises, dans le cadre de ce cours. Donc la jurisprudence, d'une manière générale, est un outil qui s'adapte très bien à des changements factuels, et un changement factuel qui peut être le passage du papier au numérique. On le verra plus tard dans l'arrêt Dell Computer de la Cour suprême, où, dans ce cas-ci, avec pas forcément beaucoup de bonheur, mais la Cour a interprété une situation d'un contrat électronique sur la base de dispositions du Code civil qui étaient beaucoup plus anciennes que le numérique. Et dans ce cas-ci, les juges ne sont pas allés dans un sens qui reconnaissait certains abus, ce qui a été beaucoup critiqué par la doctrine de manière générale. Dans le cas d'Uber, toujours sur les contrats, on le reverra, décision de juin dernier, assez intéressante sur le statut en fait des travailleurs qui offrent ce service-là. Là encore, on a interprété une situation totalement numérique avec des dispositions qui n'étaient pas prévues pour le numérique. Bennisti contre Clodard en matière de preuve est sans doute la décision phare que je vous invite à écouter, parce que, en l'occurrence, je pense qu'il y a une très bonne compréhension de manière générale par les 3 juges de la Cour d'appel. En matière de vie privée, là j'en ai cité une parmi d'autres, mais il y a des dizaines, je pense, de décisions qui viennent notamment interpréter les enjeux de vie privée qui touchent notamment les téléphones cellulaires et notamment dans les perspectives de droit criminel. Donc savoir si par exemple des policiers ont le droit de rentrer dans un téléphone pour aller trouver des informations qui peuvent être passablement incriminantes. Là encore, sur la base du principe généraux, du principe constitutionnel, sur la charte canadienne notamment, on est capable d'interpréter avec beaucoup de bonheur, comme ça a été fait plusieurs fois par la Cour suprême, uniquement sur cette question-là. Dernier exemple, en matière de responsabilité, un arrêt, Cour suprême encore, Crooks contre Newton, qui établit qu'une personne qui relate, qui mentionne des liens écrits par d'autres, ces liens amenant à du contenu qui était répréhensible en termes de diffamation, la personne qui relate les faits en question n'est pas responsable, n'est pas tenue responsable des propos d'autrui. Donc c'est un exemple de responsabilité, en l'occurrence de non-responsabilité, qui a été adapté par la jurisprudence, donc une situation numérique qui a été adaptée
avec un relatif bonheur par la jurisprudence. Donc, ces juges, dans certains cas, comme par exemple Dandel, vont avoir un effet de délégation à la loi en disant ben moi je veux pas trop prescrire le droit, ça va être au législateur de le faire. C'était un peu le cas que je disais Dandel. Donc plusieurs fois, comme les cas de vie privée, il y a une véritable prise de position de la jurisprudence. C'est la même chose dans le cas d'Uber. Ceci nous amène quand même, et puis j'aurais sur l'occasion de le réévoquer dans d'autres situations, à certaines difficultés applicatives, notamment en matière de sécurité. Je vous donne un exemple, c'est que très souvent, par exemple, on demande à des obligations de sécurité des données qui sont prévues dans la loi, mais la loi ne dit pas quel degré de sécurité vous devez avoir. Donc, les juges vont interpréter, vont évaluer si la diligence est suffisante, notamment parfois, la personne va utiliser une norme technique que les juges ne comprennent pas vraiment. Mais là, dans ces cas-ci, il y a des difficultés applicatives. Donc, pour connecter, j'y reviendrai, le vrai droit que le juge doit interpréter et des normes techniques que parfois les juges ont du mal à comprendre, si ce n'est par la médiation d'un témoin expert, mais ce qui n'est pas toujours évident, et ce qui justifie des enjeux suffisants pour référer à un tel intermédiaire. Dernier exemple, très rapidement, parce qu'on aura un cours là-dessus, les contrats, donc un outil classique, ce pilier du droit, comme disait le doyen Carbonnier. Il y a des... je ne vais pas le traiter en profondeur parce que ce sera traité plus loin. Je vais simplement vous dire qu'il y a une vidéo dont je vous référerai plus tard, mais qui est disponible ici, que j'ai faite sur la mort du contrat. On considère effectivement, notamment dans le cadre des contrats Facebook, en fait, on ne consent presque à rien si on veut accéder au service. Puis les contrats sont tellement longs qu'on ne les dit pas, j'y reviendrai. Mais à bien des égards, j'aimerais faire preuve d'un peu d'optimisme en vous montrant un certain renouveau du contrat, et que le contrat peut être à certains égards à la mode, et on peut le vérifier notamment avec les applications de traçage sanitaire dont je parle beaucoup parce que je travaillais un petit peu là-dessus cet été, où presque tous les pays, tous les pays démocratiques ont choisi l'option de ne pas imposer cette application, mais de s'assurer que les gens acceptent et téléchargent le logiciel en question pour savoir s'ils ont été en connexion avec des personnes infectées. Et forcément, vu que tous ces pays ont passé par un contrat, il fallait, je dirais, inciter les gens à lire le contrat, donc faire un contrat qui était plus accessible, pour pas repousser et dissuader la personne à télécharger l'application en question. Donc, à certains égards, le contrat devait tenter de séduire un peu, la personne qui s'engage. Alors voilà ce que je voulais vous dire sur cette première forme de normativité dite classique, même si je vais passer un petit peu plus de temps sur les normativités informelles que j'ai appelées en l'occurrence romantiques.